Merci Clara pour la présentation. Bonsoir à tous, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Merci. Donc, ma présentation de ce soir portera sur les imams chocos, la mutation de la figure de l'autorité religieuse en Côte d'Ivoire. Et cette présentation-là va s'articuler autour de 4 points essentiels, donc 4 questions essentielles qui sont les suivantes. Qu'ai-je constaté? Comment ai-je procédé? Qu'ai-je appris? Et finalement, que puis-je retenir? Nous étions en fin 2017 lorsque j'ai entamé mes enquêtes de terrain dans le cadre de mon doctorat sur les mosquées en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu la chance d'être hébergé dans différentes familles d'imams. Et au cours donc de ces séjours-là, j'ai pu constater qu'il y a vraiment de nouvelles pratiques entre ce que j'avais vu dans les ouvrages et ce que je constatais sur le terrain, en tout cas au niveau de certains imams. Et cette réinvention donc de la manière de faire de ces imams-là ne m'a pas laissé insensible. Et donc, j'ai décidé de travailler sur ce sujet-là. Et ce groupe d'imams-là, je les ai appelés les imams chocos. Donc, c'est un thème que j'ai repris dans le jargon ivoirien, imam choco. En fait, l'expression imam choco est un oxymore. Choco, en fait, c'est un adjectif qualificatif qui est issu du jargon populaire ivoirien, qui est le diminutif de chocolaté. Chocolaté, en fait, c'est quelque chose qui est sucré, qui est intéressant. Donc, le mot choco, c'est un mot qui, dans un sens large, qui renvoie à tout ce qui touche au mode de vie de la société mondaine, par opposition au milieu populaire. Donc, généralement, c'est un thème qui est utilisé dans le milieu des jeunes pour faire allusion à ceux d'entre eux qui ont un goût prononcé pour le mode de vie occidental. De ce point de vue, donc, le thème choco tranche indéniablement avec la fonction d'imam, qui est considérée généralement comme une fonction austère. Nonobstant cette antinomie, on peut dire que l'imam choco est en fait un imam qui s'adapte aux réalités de son temps. C'est un imam qui, de façon prosaïque, qu'on peut qualifier de façon prosaïque, un imam qui est à la mode. Et donc, pour mener cette étude-là, j'ai utilisé une méthodologie. Bien évidemment, j'ai eu à consulter des documents bibliographiques. Et ces documents bibliographiques-là ont révélé la faible référence qui est accordée à la figure de l'imam dans la littérature sur l'islam en Côte d'Ivoire. En plus de ces documents bibliographiques, j'ai également consulté des articles de presse. J'ai consulté plus de 300 coupures de presse dans différents organes de presse. J'ai aussi mené des enquêtes de terrain, des observations de terrain, généralement des observations participantes. Donc, j'ai dû ici utiliser une méthode qui est propre à l'anthropologie, à la sociologie, l'observation des terrains. Et en plus de ces observations participantes-là, j'ai eu à faire beaucoup de causeries informelles dans des grains. J'expliquerai tout à l'heure ce qu'on appelle les grains. Et en plus de tout cela, j'ai également conduit des entretiens semi-directifs. Et finalement, à quoi est-ce que j'ai abouti? L'imam Choco, premier point, l'imam Choco, fruit d'une conception dite moderniste de l'islam. En fait, à partir des années 1950, dans le but de parfaire leur formation islamique, des étudiants ivoiriens issus de l'enseignement islamique se rendent dans le monde arabe pour poursuivre leurs études. À leur retour, donc à partir des années 60-70, l'islam est confronté en Côte d'Ivoire à 3 grands problèmes. Le premier problème, ce sont les perceptions. Dans l'opinion publique ivoirienne, de façon générale, l'islam était considéré comme une religion qui est juste consacrée aux personnes âgées
au milieu populaire et au milieu rival. Ça, c'était le premier problème. Et cette perception-là, donc, a entraîné le peu d'engouement des jeunes à fréquenter les mosquées. Il en était de même pour les cadres musulmans qui exprimaient peu d'engouement à exprimer de façon publique leur foi. Parce que très souvent aussi, ils craignaient d'être pénalisés dans leur carrière professionnelle. Premier problème. Deuxième problème, il y avait aussi les conflits doctrinaux. Depuis la seconde moitié des années 40, donc à partir des années 46, les musulmans de Côte d'Ivoire étaient divisés en deux groupes. D'un côté, nous avions ceux qu'on appelait les musulmans dits wahhabites, et de l'autre côté, ceux qu'on appelait les musulmans dits traditionalistes. Et les années 70, donc, qui correspondent à la consolidation des communautés wahhabites en Côte d'Ivoire et par ricochet à la multiplication des mosquées wahhabites, constitue l'âge d'or de ces clivages communautaires entre musulmans wahhabites et musulmans traditionalistes. Deuxième problème. Troisième problème, il y a la cooptation étatique. L'islam en Côte d'Ivoire était également confronté à une cooptation étatique. Et nous en voulons pour preuve l'imposition d'un haut fonctionnaire comme porte-parole des musulmans. Au début, on avait Mamadou Koulibaly qui était président du Conseil économique et social et qui était porte-parole des musulmans. À la suite de Mamadou Koulibaly, après son décès, donc, on a eu Lanzeni Poto Koulibaly qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux et qui parlait au nom des musulmans. Donc, au vu de tous ces problèmes-là, les nouveaux diplômés qui arrivent en Côte d'Ivoire décident donc d'enclencher un mouvement de réveil islamique. Et pour la plupart, ils s'installent dans deux villes, Abidjan et Bouaké, parce que ces villes-là, bien évidemment, constituaient le siège de la plupart des associations musulmanes en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces villes-là aussi qui abritaient les instituts supérieurs de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. Donc, au moment de leur installation correspond à un moment où l'islam sortait des communes populaires d'Abidjan, telles qu'à Djamé et Treichville, pour atteindre des communes de moyen ou haut standing, telles que les communes de Cocody. Et c'est justement dans cette commune-là que le mouvement de réislamisation, le mouvement de réveil islamique va partir. Faisant partie donc des premiers à regagner le pays, trois personnes seront à la tête de ce mouvement de réveil islamique-là. Il s'agit de Tidiane Ba, qui a fait des études supérieures en Tunisie. Il s'agit de Mohamed Lamine Kaba, qui a fait la Tunisie, qui a fait l'Irak et qui a fait l'Égypte. Et il s'agit enfin, le plus connu d'entre eux, de Aboubakar Fofana ou Bouakari Fofana, qui a été président du COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Donc, ces trois personnes-là décident d'enclencher un mouvement de réveil islamique en Côte d'Ivoire. Et ils animent donc des conférences hebdomadaires, des causeries de débat dans la commune de Cocody, plus précisément dans le quartier de la Riviera. À leur côté, ils programment également de jeunes étudiants qui étaient en formation dans les pays arabo-musulmans, mais qui revenaient très souvent au pays pour les vacances. Et donc, à la fin, donc, à la suite de tout cela, finalement, nous allons constater que l'islam va commencer à avoir un nouveau visage en Côte d'Ivoire. Et les changements apportés par ces imams-là, se percevaient à différents niveaux. D'abord, il y a l'usage de la langue française, qui était une nouveauté lors des causeries de débat. Il y a le style vestimentaire, parfois le boubou était troqué contre le costume cravate à l'occidental. Il y a aussi la jeunesse de ces imams-là. C'était des imams qui étaient jeunes et qui avaient été choisis sans toujours tenir compte de leur ascendance maraboutique. Et donc, les actions menées par ces imams-là vont finir par apporter un changement au niveau de l'islam en Côte d'Ivoire, si bien que Ladi Sidibé, un journaliste qui était en charge de couvrir les événements au compte de l'organe de presse étatique Fraternité Matin, dira, et je cite, « Les temps ont changé et les imams avec. Ce sont les imams de la mondialisation
qui ne souffrent d'aucun complexe et qui peuvent aborder tous les débats. Il est loin le temps où nos imams traitaient de kafiri, c'est-à-dire infidèles, tous ceux qui osaient dire que la terre tournait autour du soleil. Nos imams sont à cheval sur les cultures occidentales, islamiques et occidentales. Ce sont des imams imprégnés aussi bien des connaissances théologiques que scientifiques et techniques. Et donc, ces imams-là, finalement, le comportement de ces imams, les changements opérés par ces imams-là, ont fini par faire naître dans le langage populaire ivoirien le thème de l'imam Choko, thème sur lequel ils sont désignés désormais. Mais qui sont les imams Choko? Quelles sont les pratiques des imams Choko? Cette question donc me permet d'aborder la seconde partie de ma présentation. Et au niveau des imams Choko, le premier élément à aborder, c'est le rapport désinvolte vis-à-vis des textes sacrés. L'imam Choko, en fait, a un rapport profondément désinvolte vis-à-vis des textes sacrés. C'est-à-dire que désormais, il ne mobilise plus uniquement les versets coraniques et les textes issus des livres religieux islamiques. Les auteurs qu'il mobilise ne sont pas forcément des musulmans. Il s'appuie sur des auteurs aussi bien d'autres livres religieux tels que la Bible et la Torah, mais également il s'appuie sur des auteurs qu'on peut considérer comme des auteurs profanes. Et lors de mes observations de terrain, j'ai pu faire le constat et un rendu en est présenté ici. Il s'agit de l'imam Mamadi Sissé qui s'adressait à des étudiants dans une grande école à Yamoussoukro et dont j'ai présenté un rendu ici. Le prophète a dit, ce sont les propos de l'imam, celui qui fait l'effort atteint son but. Un critique a dit, la victoire aime l'effort. Un auteur a dit, ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Le prophète a dit, celui qui veut poser un acte, qu'il le pose de bonne manière. Dans la Torah, il est dit, il n'y a pas de camarade plus vilain que l'ignorance. En islam, le musulman est invité à aller chercher le savoir partout, même si c'est en Chine. En fait, il essayait de mettre une jonction entre ce qui a été dit dans les livres religieux musulmans et ce qui a été dit également dans les livres religieux non musulmans ou par d'autres auteurs pour montrer également la modernité en fait de l'islam, pour montrer que l'islam s'inscrit toujours dans cette modernité-là. En plus du corpus de connaissances qui est varié, on a aussi la dimension herméneutique du texte qui est privilégiée. Alors que l'imam d'hier était un parfait récitant du texte sacré, l'imam d'aujourd'hui l'imam Choko se considère en fait comme un utilisateur averti du texte sacré. Comme un utilisateur averti du texte sacré. Et nous avons pu constater cela dans le cadre des mariages qu'on appelle communément les mariages COSIM. Ce sont de nouveaux types de mariages qui sont célébrés aujourd'hui dans les mosquées en Côte d'Ivoire. Et ces imams-là conseillent aujourd'hui aux futurs époux de faire des tests de dépistage, des tests VIH. Et ce sont des imams aussi qui encouragent aujourd'hui les futurs époux, sinon les mariés, à utiliser des moyens de contraception ou bien à une planification familiale beaucoup plus épanouie. En plus de cela aussi, nous avons les nouvelles manières de conduire le sermon au niveau des imams Choko. Dans ces nouvelles manières de conduire le sermon, on a la forme d'abord du texte. L'imam Choko, dans cette nouvelle manière de conduire le sermon, il annonce toujours le plan de son sermon. Il ne fait pas de lecture, il y a moins de digressions, il fait moins de digressions. Il accorde une large portion horaire au français. Certains même vont jusqu'à traduire les textes en anglais. Et il donne également un point d'honneur est accordé également à la communication gestuelle. Il s'inspire assurément des pratiques des prédicateurs pentecôtistes. Et l'approche choisie ici, l'islam étant une religion qui n'autorise pas la confession comme dans le catholicisme, par exemple. Ici, l'approche choisie par les imams ici dans tous ces sermons, c'est l'automoralisation et la responsabilisation du fidèle. Il évite de faire peur au fidèle, il essaie de rassurer le fidèle, il essaie de faire comprendre au fidèle qu'il peut toujours bénéficier de la miséricorde de Dieu et pour amener ce dernier-là donc à une repentance sincère et individuelle. En plus de cela, il y a ce que
J'ai appelé aussi la coquetterie imamale ou l'imam Choco un showman. En fait, les habitudes, l'imam Choco, les comportements, les pratiques observées au niveau des imams Choco sont comparables à celles d'un personnage de scène. Un personnage de scène, en fait, un musicien, par exemple. Et donc, de ce point de vue, schématiquement, la société, y compris la mosquée, correspondrait donc au spectacle. Le public, les fidèles, correspondraient donc au public, donc les spectateurs, et l'imam Choco correspondrait alors à l'artiste. Et l'artiste, dans sa stratégie de fidélisation donc, de son public, essaie toujours de se réinventer. Il essaie toujours de se réinventer et il essaie donc, il apporte pour cela, donc il essaie d'apporter des changements au niveau non seulement de l'expérience physique, mais au niveau également de la voix. Et ces pratiques-là sont observables chez les imams Choco. De plus en plus aujourd'hui, ces imams-là, dans leur stratégie donc, de fidélisation de leurs fidèles, ils utilisent de nouvelles habitudes vestimentaires. Ce sont des tenues, des costumes, cravates, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Souvent, ils portent des basins richement brodés. Et ils tiennent également compte de l'esthétique de la voix ou de l'esthétique sonore du religieux. Parce qu'aujourd'hui, en raison de la pratique de l'écoute et des cassettes audio et des CD de célèbres récitants du Coran, ces imams-là, l'esthétique religieuse aujourd'hui est devenue un élément déterminant pour les guides religieux. De plus en plus, lors de mes causeries informelles, j'en ai eu, on m'en a fait cas, de plus en plus, les fidèles aujourd'hui, surtout les jeunes, font le choix des mosquées, en tout cas quand ils en ont la possibilité, en fonction de l'esthétique sonore du guide religieux. On a également la BAP, qui est un élément de coquetterie imamale. Et en plus de cela aussi, l'imam Choco aujourd'hui dispose aussi d'un bureau. Et en ce sens-là, donc, cela nous permet donc de montrer l'influence des communautés chrétiennes, en l'occurrence ici les communautés catholiques, sur l'évolution de l'islam en Côte d'Ivoire. Donc, il a un bureau et dans ce bureau-là, donc, il peut recevoir ses fidèles. En plus de cet élément, un autre élément, une autre pratique observée chez les imams Choco, c'est la quête de l'autonomie financière de ces imams-là, la quête de l'autonomie financière de ces imams. Contrairement à l'imam d'hier, qui faisait de la fonction imamale une activité subsidiaire, une activité secondaire, l'imam Choco aujourd'hui fait de la fonction de l'imam une fonction à part entière. Donc, on a une professionnalisation de la fonction d'imam. Et cette professionnalisation donc, implique de nouvelles exigences sociales. Les dons et les autres aumônes, les aumônes et les autres dons ne peuvent à eux seuls permettre à l'imam de subvenir à ses besoins parce que désormais, il a dorénavant le souci de la scolarisation de ses enfants, le souci du logement, le souci du bien-être. Et donc, pour régler tous ces problèmes-là, il cherche donc à s'insérer dans l'administration publique ou privée. Nous avons le cas d'Almami Diaby qui sert au ministère des Affaires étrangères. On a le cas de Binaté Ibrahima qui est au ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. On a Doumbia Moussa qui est censeur et j'en passe. Et les imams qui n'ont pas la possibilité donc de s'insérer dans l'administration publique ou privée s'investissent dans de petites et moyennes entreprises. Et le commerce, l'organisation du pèlerinage à la Mecque, l'enseignement islamique, l'immobilier et l'entrepreneuriat religieux sont devenus aujourd'hui les domaines de prédilection de ces imams-là. Et sur la fiche, vous voyez l'imam Haroun Kone, imam de la mosquée du sud de Treichville, qui en 2002, dans l'objectif de réduire l'hégémonie chrétienne, notamment catholique, dans le domaine humanitaire, a créé une ONG, l'ONG Al-Mouassat, qui veut dire la consolation. Et cette ONG-là donc met à la disposition des malades indigents des fonds pour pouvoir payer leurs ordonnances. Et incontestablement, la pratique, l'imam Choco, la pratique la plus observée chez l'imam Choco, c'est son rapport quotidien avec la société. C'est un imam qui est désormais beaucoup plus impliqué dans les réalités de la vie quotidienne. Il va au grain.
Les grès, en fait, ce sont des lieux d'intérêt public où des personnes de catégories sociales différentes se retrouvent, où ils échangent souvent autour d'un thé. Donc, ils participent aussi aux activités sportives qui sont organisées. On a par exemple au niveau des imams de Treichville qui chaque dimanche organisent une activité, une séance de footing pour les imams. On a également les excursions qui sont organisées. En 2018, par exemple, la section locale du COSIM au niveau de Yopougon a organisé une excursion sur le côte balnéaire de. En plus de cela aussi, conscient aussi du fait qu'Internet aujourd'hui est devenu un outil très prisé par les jeunes, l'imam Choco utilise également Internet. Donc, il utilise Internet non seulement pour faire passer des enseignements islamiques, mais aussi pour se prononcer sur l'actualité sociopolitique. Et donc, dans ce domaine-là, le cas le plus abouti, c'est le cas de l'imam Aguib Touré, un imam de 36 ans qui publiait sur Facebook ses sermons. Et donc, sans diplomatie, il touchait à des questions qui génèrent notamment la question de l'homosexualité, la cohabitation entre musulmans et non-musulmans. Et ces sermons lui ont valu d'ailleurs un séjour à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan en 2018. Et l'imam Choco également a beaucoup plus tendance aussi à envoyer ses enfants à l'école laïque, excusez-moi, à l'école laïque. Et de ce point de vue-là, il s'oppose à l'imam d'hier, qui s'inscrivait dans la perpétuation de l'éducation islamique au sein de sa maisonnée. Et à ce niveau-là, donc, il faut faire une précision. S'il est vrai que l'enseignement islamique n'est plus présenté comme le passage obligatoire pour l'éducation religieuse des enfants de ces imams-là, il ne faut pas en déduire que ce type de formation-là n'est plus important dans la vie de la communauté de la maisonnée des imams Choco. Donc, pour la respectabilité sociale de la famille, il continue toujours de se préoccuper de l'éducation religieuse de ses enfants-là. Il profite donc des pauses scolaires pour envoyer ses enfants à l'école. Et finalement, la question que je me pose au niveau de la troisième partie de cette présentation-là, finalement, qu'est-ce qui a finalement entraîné tous ces changements? Donc, j'ai sélectionné un certain nombre d'éléments qui, pour moi, sont à la base de ces changements-là. Et cette troisième partie, les enjeux d'une mutation entre contrôle social et quête de légitimité. Le premier élément que j'aborde, c'est la question de l'érosion de l'autorité. En fait, l'imam Choco est le résultat d'un travail de reconstruction qui fait réponse à l'effritement de l'autorité de façon générale. De nos jours, toutes les instances d'exercice de l'autorité sont confrontées à une crise de légitimité, aussi bien au niveau politique qu'au niveau religieux. Et hier, les imams d'hier avaient quand même un certain nombre de pouvoirs, même si la question de l'érosion de l'autorité religieuse n'est pas nouvelle, elle est de plus en plus perceptible. Mais les imams d'hier, quand même, avaient le pouvoir de ces imams, la légitimité des imams d'hier reposait sur un certain nombre d'éléments, notamment l'âge élevé de ces imams. L'âge élevé était gage de respect dans une société gérontocratique. En plus de cela, ces imams-là aussi étaient détenteurs des savoirs ésotériques. Et donc, tous ces éléments-là faisaient que ces imams-là bénéficiaient d'une certaine légitimité dans la société d'alors. Mais aujourd'hui, les imams d'aujourd'hui ne sont pas détenteurs de ces pouvoirs. Or, ils veulent exister. Il convient donc pour eux donc, de se réinventer. C'est le premier élément qui, pour moi, justifie les pratiques observées au niveau de ces imams-là. Le deuxième élément, pour moi, c'est le changement générationnel. L'appartenance générationnelle peut expliquer la manière dont ces imams-là s'engagent dans la société. Et à ce niveau-là, les travaux de Marie-Nathalie Leblanc sont assez illustratifs. Ce sont des imams, c'est l'un de mes interlocuteurs qui me le disait, ce sont des imams qui sont pour la plupart jeunes et ont grandi dans un contexte sociopolitique différent, celui de la réinstauration du multipartisme. Mais s'il est vrai que le facteur générationnel est capital, il convient de préciser qu'il n'est pas un critère indispensable.
dans l'avènement, dans le mouvement des imams Choko. L'imam Choko, donc, n'est pas exclusivement une affaire de jeunes. Donc, lors de mes observations de terrain, j'ai pu constater que certains vieux imams ont pu quand même s'accommoder cette nouvelle manière de faire là, soit en prenant des instructeurs pour les former à la pédagogie du sermon, en apprenant beaucoup plus le français, ou soit en décidant de faire des formations continues pour avoir des diplômes beaucoup plus élevés. Et le cas le plus illustratif à ce niveau-là, c'est le cas d'un imam dans la ville de Daloa, l'imam de la mosquée du quartier Extension, mosquée Marais, qui a un sexagénaire qui a fait la formation continue et qui finalement a pu avoir le bac. Un autre élément qui pourrait expliquer également les changements observés au niveau de ces imams-là, c'est le rôle des fidèles jeunes. Je mets l'accent sur les jeunes parce que les fidèles jeunes jouent aujourd'hui un rôle important dans la mutation de la figure de l'autorité religieuse en Côte d'Ivoire. Ils constituent aujourd'hui la frange la plus importante des fidèles dans les mosquées et ils sont de grands consommateurs du mode de vie occidental. Leurs attentes vis-à-vis de ces imams-là ont changé et les critiques qu'ils formulent de plus en plus ont amené ces imams-là à se réinventer. Ils réclament des imams cultivés intellectuellement, épanouis financièrement et bien vêtus. Ils font ces critiques-là donc en comparaison de ce qu'ils observent au niveau donc des guides religieux dans la communauté chrétienne. Et aujourd'hui, il est récurrent que des communautés demandent au COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, de leur affecter un imam, tout en prenant le soin d'indiquer au COSIM qu'ils veulent un imam qui est cultivé intellectuellement et qui est épanoui financièrement, qui comprend le français et peut-être même qui comprend l'anglais. En plus de cela, un autre élément qui justifie les pratiques observées au niveau de ces imams, c'est l'influence du parcours. Les expériences et les trajectoires de ces imams-là ont façonné leurs pratiques. On a le cas de l'imam Almami Diaby, qui est dans la commune de Koumassi, qui a fait sa formation en Égypte. Et lorsqu'il est revenu de l'Égypte, à partir de 2006, il est devenu mosquée. Il est devenu donc l'imam dans une mosquée dans la commune de Koumassi à Abidjan. Et il a instauré le scoutisme musulman au sein de cette mosquée-là. Et il a même instauré des activités sportives hebdomadaires qui se déroulent sur l'esplanade de cette mosquée-là. Donc, il y a l'influence également du parcours. Le parcours a influencé également les pratiques de ce imam-là. Un autre élément, c'est le fait que ceux qui ont été à la base du mouvement de réveil islamique dans les années 60-70, il s'agit de Tidiane Ba, de Mohamed Lamine Kaba, mais surtout de Abubakar Fofana, sont arrivés en 2005 à la tête de la plus grande instance en charge de la vie des musulmans en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques en 2006. Et donc, lorsque ces pionniers-là arrivent aux affaires, ils essaient donc de concrétiser ce projet-là, ce projet de reconfiguration, ce projet de reconfiguration de la figure de mutation de la figure de l'autorité religieuse en Côte d'Ivoire. Et cela va se concrétiser par la mise en place d'un vieux projet, la création d'un institut international de l'imam. Et en 2008, lors de l'ouverture de cet institut dans la commune de Cocody, le cheikh Boakari Fofana disait ceci: l'imam de Yopougon doit avoir le même niveau que l'évêque de Yopougon. Il faut que nos imams connaissent leur environnement social, politique, juridique, anthropologique et ne soient plus en marge des débats sur les grands événements du pays. Et en 2012, donc, pour mettre tout cela, pour essayer de donner vie à tout cela, ces imams-là vont adopter en 2012 une charte de l'imama et des mosquées. Et donc, cette charte-là est censée être la constitution, est censée être le texte qui régit l'organisation, l'affectation, la gestion, la prise en charge financière des imams dans les différentes mosquées. Un autre élément qui pourrait également expliquer cela, c'est que l'imam Choko aussi révèle aussi
la manifestation d'autres voies d'accès à la réussite sociale. Dans les années 90, en Côte d'Ivoire, les imams étaient appelés avec cette qualification railleuse-là d'imams de sacrifice parce qu'ils ne vivaient que de sacrifice. Et ces imams-là, donc, ont décidé d'émerger, de montrer que la réussite sociale ne passe pas forcément par l'école laïque et qu'on peut également passer par d'autres voies pour accéder à la réussite sociale. Aujourd'hui, donc, les pratiques de ces imams-là, tout ce qu'on observe au niveau de ces imams-là est la preuve de cela. Mais ironiquement, l'embourgeoisement de ces imams-là est décrié aussi par les fidèles. Au cours des entretiens que j'ai eus avec ces fidèles, beaucoup ont décrié la vénalité des imams. La vénalité des imams. Et enfin, un dernier élément, le positionnement politique de ces imams-là. Le positionnement politique de ces imams-là est beaucoup plus porté vers la fronde. Ce sont des imams qui ont décidé de ne pas rester en marge des débats politiques. Ils participent aux débats politiques, ils donnent leur opinion sur les débats politiques. Et c'est le cas d'Agib Touré qui a été incarcéré, comme je vous l'ai dit, en 2018, pour avoir également tenu, en tout cas des propos qui ont été qualifiés d'incendiaires lors d'un de ses sermons. Donc, au final, que pouvons-nous retenir? Il faut dire qu'il y a plusieurs manières de s'arranger avec le spirituel selon les périodes, les contextes, les générations et les individus. Et les pratiques observées au niveau de ces imams-là brouillent les frontières théoriques parce qu'il est difficile de faire vraiment une classification de ces imams-là, de dire que ces imams-là appartiennent soit au mouvement dit wahhabite, appartiennent soit à la confrérie tidjanite, à la confrérie Qadriya, où j'en passe. Donc, finalement, ce sont des pratiques qui brouillent les frontières théoriques au niveau de l'étude de l'islam en Afrique, de l'étude de l'islam même de façon générale. Et finalement, la question donc qui vient involontairement à l'esprit est celle de savoir s'il faut continuer d'étudier donc les communautés religieuses en partant donc de ces frontières théoriques-là, en partant donc de ces frontières théoriques, de ces étiquetages religieux classiques. Et finalement, la question que je me pose est de savoir quelle est finalement la dénomination de ces imams? Quelle est la dénomination qu'on peut donner à ces imams? Est-ce des néo-réformistes? Est-ce du réformiste générique? C'est sur cette question-là que je vous dis merci et je reste à votre disposition pour les échanges. Merci. Merci infiniment pour cette très belle conférence, très précise. Je vous invite maintenant donc, à notre période d'échange avec le public. Pour poser vos questions, vous pouvez sélectionner dans réaction, lever la main simplement, puis on vous donnera la parole directement, ou écrire dans le chat, si jamais vous préférez. Je me permets de te poser peut-être une première question, qui est une question de Sékou Traoré, un autre membre de la chaire ICAO. Peut-on parler d'une ivoirisation de l'imama selon ce modèle de Chokoya et quel est le regard des imams dits traditionnels sur cette nouvelle façon de faire? Première donc, question de Sékou. Est-ce que tu veux que je te pose quelques questions aussi? On a eu une autre intervention de la part d'une personne du public ou veux-tu commencer par répondre par celle-là? C'est comme tu préfères. Non, on peut déjà prendre des questions et puis après Tu répondras. Ok, parfait. Et donc, deuxième question donc de Séverin Kwame. Le Chokoya est une forme de présentation de soi dans l'espace public. Comment ces imams construisent-ils leur paraître dans ce même espace public? Comment cela est-il reçu au sein de la communauté musulmane dans un contexte où l'islam rigoriste commence à prendre de l'ampleur dans le pays? Et voilà, ben je te laisse prendre la parole pour si tu veux, et puis on prendra les questions par la suite.
Merci Clara. Peut-on parler d'une ivoirisation de l'imama selon ce modèle de Chokoya? Et quel est le regard des imams dits traditionnels sur cette nouvelle façon de faire? Oui, on pourrait parler d'une ivoirisation de l'imama selon ce modèle de Chokoya, parce que je ne connais pas euh, dans leur entièreté, dans leur généralité, la situation des imams dans la sous-région. Moi, pour ce que j'ai lu, je pense que le cas ivoirien, quand même, présente une particularité. Et cette particularité-là est due au fait que ce mouvement d'imam chocolat est beaucoup influencé par les musulmans copient beaucoup sur la communauté chrétienne, en fait. Ils sont beaucoup influencés il y a beaucoup l'influence des communautés chrétiennes, notamment de la communauté catholique et des pentecôtistes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui a été décidé au niveau du Conseil supérieur des imams, notamment la création d'un institut de formation des imams, ce qui est nouveau en islam, la création d'une carte imamale, l'intronisation des imams, la prise en charge financière des imams. Et, toutes ces décisions-là se prennent vraiment en référence à ce qui est fait dans la communauté chrétienne. Et donc, ça, c'est vraiment une particularité au niveau de l'islam en Côte d'Ivoire. C'est que c'est un islam qui est beaucoup influencé. Il y a beaucoup l'influence des communautés chrétiennes, notamment les communautés catholiques surtout. Et quel est le regard des imams dits traditionnalistes sur cette façon de faire? Il y a, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux réactions à ce niveau. Il y a ceux qui décident carrément de se mettre en marge de ce mouvement-là et qui portent des critiques sévères contre ces imams-là. Et il y a ceux qui décident aussi il y a un autre groupe qui décide de s'adapter, à la réalité. Et tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, du grand imam de la mosquée, de la grande mosquée de Yamoussoukro, un imam traditionnel qui a décidé, par exemple, de se faire enseigner par un enseignant du lycée pour un peu lui montrer un peu plus la pédagogie du sermon, comment faire sa communication, comment structurer ses interventions. Et, et lui, il a décidé de faire cette formation-là. Je vous ai parlé aussi de Doumia, un imam qui est à Daloa, qui a fait une formation continue, un sexagénaire, qui a fait une formation continue jusqu'à obtenir le bac. Donc, il y a ceux qui n'arrivent pas aussi à quand même avoir cette flexibilité-là, qui décident aussi de partager le territoire de leur mosquée avec des imams chocos. Voilà. Donc, ils atteignent la prière avec ces imams chocos-là pour quand même, en griffe, fidéliser tous ceux qui viennent dans leur mosquée. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. La deuxième question, je pense que ce que j'ai retenu de cette question-là, c'est comment cela est perçu au sein de la communauté musulmane. Comment cela est perçu au sein de la communauté musulmane. Et donc, ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des réactions qui sont diverses. Hein. Il y a des réactions qui sont diverses. Et ce qui est intéressant dans le cas de l'imam Chouko, c'est que ce n'est pas, en fait, un mouvement qui est propre à une tendance de l'islam. Vous trouverez des imams wahhabites qui sont des imams Chouko, vous trouverez des tiganites qui sont des imams Chouko, vous trouverez des imams traditionnalistes qui sont des imams Chouko. Donc, c'est un mouvement qui est assez hétérogène, en fait. Et même sur l'interprétation des textes religieux, ces imams-là ne s'accordent pas. Par exemple, sur la question de la polygamie, j'ai rencontré des imams qui sont contre la pratique de la polygamie, ce qui est quand même surprenant, qui sont contre la pratique de la polygamie. Parce qu'ils disent que les conditions qui ont été définies par le prophète de l'islam sont aujourd'hui difficilement applicables. Donc, on a des imams aussi qui sont pour la planification familiale, donc qui conseillent les méthodes de contraception, ce qui est quand même une nouveauté. Donc, au niveau de l'imam Choko, vraiment, ce n'est pas un mouvement qui est monolithique, c'est un mouvement qui est hétérogène. Et donc, les réactions se font, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction des individus, beaucoup plus en fonction des individus. Voilà. Il y a certains qui décident de se mettre en marge, il y a d'autres qui décident de suivre le mouvement, de s'adapter. Il y a d'autres aussi qui décident quand même de partager le territoire aussi de la mosquée avec d'autres imams. Merci. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu aux deux questions. C'est ce que je voulais dire là-dessus. Il me semble que les réponses étaient très, très claires. Merci beaucoup, encore une fois, pour cette intervention.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes du public qui souhaiteraient réagir ou poser quelques questions? Oui, Laurence. Oui, ben, merci beaucoup pour la présentation, tout d'abord. Ben, je me demandais justement, là, vous avez évoqué là, que, il y avait quand même des critiques face à ce nouveau modèle-là, là, qui est comme un peu critique de l'embourgeoisement de l'imama, pardon. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a comme un peu des contre-modèles qui émergent en réaction à ça? Je sais pas. Oui, je peux répondre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. parfaitement. Oui, est-ce qu'il y a des contre-modèles qui émergent? Est-ce qu'il y a des contre-modèles qui émergent? Pour l'instant, je dirais que non. Pour l'instant, il n'y a pas de… En tout cas, à ma connaissance, pour ce que j'ai pu observer, je n'ai pas vraiment vu un mouvement des contre-modèles qui émergent. Voilà, il y a des gens qui sont restés en marge du mouvement, qui critiquent, mais il n'y a pas vraiment de contre-modèle à proprement parler. Mais comme je l'ai dit, au niveau de l'embourgeoisement de ces imams-là, dans les années 90, c'était des imams qui étaient qualifiés d'imams de sacrifice parce qu'ils vivaient des dons, des aumônes et tout, et j'en passe. Et aujourd'hui, donc, ces imams-là décident d'explorer d'autres marges de manœuvre, de se libérer de la tutelle financière des fidèles, voilà, de gagner eux-mêmes leur vie. Et finalement, cette situation-là est préjudiciable même à la respectabilité de la fonction de l'imam parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, ces imams-là sont qualifiés de… La vénalité de ces imams-là est beaucoup plus critiquée par les fidèles. Et lors de mes causeries des informels, surtout à Abidjan, il est ressorti que les communes de Cocody et de Plateau sont les communes qui sont beaucoup plus touchées par ce phénomène-là. Certains même m'ont informé, certains informateurs m'ont dit qu'il y a des imams qui tiendraient compte de la situation financière des familles qui les sollicitent pour pouvoir également participer à leur cérémonie religieuse. Et que parfois, ces cérémonies religieuses-là aussi font l'objet aussi comment on appelle ça, il y a des quotas qui sont fixés en fait pour pouvoir répondre à ces cérémonies financières-là. Par exemple, pour une lecture coranique, on vous parlera une lecture complète du Coran, on vous parlera de 60 000 francs qu'il faut donner. 60 000 francs, je pense que ça fait l'équivalent de plus de 100 dollars qu'il faut donner. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une intervention? Oui, Diara. Ah oui, je devais enlever le mute de mon micro. Bonjour tout le monde. Vraiment, j'ai trouvé cette présentation extrêmement enrichissante et intéressante. Et puis, il y a tellement de nuances. Et vraiment, bravo pour la capacité à faire ces nuances-là. Excusez-moi, j'ai la COVID, alors je vais tousser un peu de temps en temps. Ma question porte… J'ai deux types de questions, en fait. J'ai deux questions en particulier. La première a trait à quand vous aviez, Bourahima, quand vous aviez parlé de cet institut de formation des imams qui a été mis sur pied. Et je me suis posé la question, si on fait un peu le parallèle avec, puisqu'ils ont dit qu'ils l'ont fait en fait en réaction à cet institut des évêques, est-ce qu'il y a aussi, à l'instar de ce qui se passe dans le catholicisme, un mécanisme de discipline, c'est-à-dire un de ces imams-là, ce type d'institution, est amené à faire une erreur ou bien à avoir une prédication qui va à l'encontre, mettons, d'un courant idéologique ou bien d'une base coranique, est-ce qu'il peut être repris par des autorités justement qui sont reconnues par cet institut-là? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est au niveau de quelle est votre analyse de justement l'inscription de ces imams-là dans une société de consommation, dans un contexte de mondialisation, parce que ce que vous décrivez comme phénomène au niveau de leur comportement avec les fidèles, et puis de plus en plus, cette autonomisation financière, ce besoin d'une apparence physique qui dénote quelque part
qu'ils sont libéraux, qu'ils sont cosmopolites, et puis aussi qu'ils sont capables d'avoir des moyens financiers par eux-mêmes. Ça me rappelle un peu tout le phénomène de l'évangile de la prospérité là, chez les pentecôtistes, par exemple, où plus le pasteur est bien habillé, plus il va attirer des fidèles. Donc, je suis très intéressée par votre analyse de la situation à ces deux niveaux-là, la question de la discipline et l'inscription dans la société de consommation. Merci. Merci. Je peux répondre? Ouais. Et pour la première question, en fait, l'Institut de formation des imams, tel que ça a été conçu, comme je l'ai dit, c'est un institut qui a été créé en 2008 et qui comprend plusieurs facultés. Et donc, il y a deux types de formations qui sont données. En fait, il y a des formations continues pour des imams qui sont déjà en exercice, donc une sorte de recyclage de ces imams-là. Et puis, il y a ceux-mêmes qui ont pour ambition de devenir des imams qui vont s'inscrire aussi dans cet institut de formation-là et qui font les études là-bas pour avoir le diplôme d'imam. Et pour l'instant, ce qui est dit dans les tests, quand je parle des tests, je fais allusion à la charte de l'imama et des mosquées. Ce qui est dit dans les tests, c'est que c'est le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques qui a l'exclusivité de la destitution, de la sanction d'un imam. C'est seulement le Conseil supérieur des imams qui peut destituer un imam lorsqu'il se comporte d'une manière qui n'est pas appréciée par sa communauté ou bien lorsqu'il fait des sermons qui sont peut-être préjudiciables à l'harmonie sociale. C'est le Conseil supérieur des imams qui peut destituer ces imams-là. Ça, c'est ce qui est dit dans les tests. Mais sur le terrain, ces tests-là sont difficilement applicables parce que jusque-là, beaucoup de mosquées, beaucoup de communautés sont réfractaires encore à la mise en place de ces tests-là. Dans certaines mosquées de la ville d'Abidjan, vous trouverez des mosquées qui ont adopté ces tests-là, mais c'est vraiment difficile parce que ce sont des tests qui mettent l'imam au début, au milieu et à la fin même de toutes les décisions qui sont prises dans les mosquées. Donc, finalement, l'imam a un droit de veto dans la mosquée, ce qui n'est pas du goût des autres membres de la mosquée, notamment des gestionnaires de la mosquée, ceux qui font généralement partie de ce qu'on appelle le comité de gestion. Donc, au niveau des mécanismes dans les tests, tout est bien clair, mais dans la mise en place donc, de ces tests-là, il y a beaucoup de difficultés sur le terrain parce qu'il y a encore beaucoup de résistance. Et la deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez la répondre parce que je n'ai pas bien compris cette question. C'était sur la société de consommation. Oui. Donc, en fait, dans quelle mesure, quelle est votre analyse en fait de ce qui se passe avec ces imams chocos en lien avec ce qu'on constate par exemple dans les milieux pastoraux, évangéliques, charismatiques, où de plus en plus avec l'évangile de la prospérité, l'apparence physique de l'imam, du pasteur, sa capacité à s'acheter une voiture, à s'acheter une maison, ce type de choses-là, est perçu comme le rendant plus attirant pour les fidèles. Est-ce que c'est un phénomène? Quelle est votre analyse en fait de ce parallèle-là entre ce qui se passe avec ces imams et ce qui se passe dans la communauté pentecôtiste? Merci. Oui, je pense qu'au niveau de ces imams-là, les pratiques observées au niveau de ces imams-là ont également leur avantage. Tout à l'heure, je vous disais que le choix à l'ordre des causeries informelles, le choix des jeunes, surtout dans le mois de Ramadan, par rapport aux mosquées, se fait en fonction de l'esthétique sonore de ces imams-là. Lorsqu'un imam a une belle voix, les jeunes sont beaucoup plus attirés à aller dans la mosquée de ce dernier-là. Il en est de même pour le style vestimentaire de ces imams-là. Mais comme je l'ai dit, il faut nuancer. Cette manière de faire là aussi a des inconvénients parce que parfois, ça porte préjudice à la respectabilité de ces imams-là. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment comparable à la théologie de la prospérité parce que ce qui s'est fait au niveau de ces imams-là
ne repose pas en fait sur des textes religieux. Il ne mobilise pas des versets coraniques, des textes religieux pour essayer de faire toutes ces pratiques-là. Donc, ce sont des pratiques disparates. Voilà. C'est un groupe hétérogène. Chacun essaie de faire à sa manière. Donc, il y a quand même cette nuance-là qu'il faut faire. Donc, je n'irai pas jusqu'à parler de théologie de la prospérité. Mais une chose est sûre, c'est que ces imams-là, ils font tout cela en référence à ce qui s'est fait aussi dans la communauté chrétienne, parce que de plus en plus, les jeunes qui constituent aujourd'hui la frange la plus importante des fidèles dans les mosquées sont devenus de plus en plus exigeants vis-à-vis de ces imams-là. Voilà, ils ne veulent plus des imams qui viennent simplement parler en djoula. Voilà, ils veulent des imams qui s'expriment en français, des imams qui sont cultivés et des imams qui peuvent répondre à toutes les questions. Voilà, il n'y a pas de questions taboues, qui peuvent aborder la question de la sexualité, qui peuvent aborder des questions politiques, des questions sportives. En fait, des imams qui sont instruits. Voilà, ce sont ces gens d'imams-là qui veulent. Et cette exigence-là, donc, amène ces guides religieux-là, finalement, à avoir une certaine flexibilité dans leur manière de faire. Merci. Merci beaucoup. On a une question également de Konaté Drissa. Je vous donne la parole. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous arrivez à activer votre micro? On va peut-être vous laisser prendre la parole par la suite. J'avais encore des questions sur le chat, donc je me permets de vous les soumettre également. Alors, on avait une question de Dobé Eli Desclec. Le constat dans l'espace musulman en Côte d'Ivoire est que de nombreuses mosquées sont inachevées. Est-ce que l'embourgeoisement des imams chocos et leur niveau de vie en serait à l'origine? Non, je dirais que non, ce n'est pas un élément qui serait à l'origine de ces mosquées inachevées-là. Les mosquées inachevées, c'est beaucoup plus dû à une question d'organisation, en fait, une question d'organisation. Et il y a la question de l'organisation de la communauté qui est à la base de ces mosquées inachevées-là. Voilà. Très souvent, les communautés décident, dans une communauté donnée, les gens décident de faire construire une mosquée sans au préalable même faire un devis, évaluer tout ce qui doit être mobilisé en termes de fonds pour pouvoir faire ce travail-là. Et même lorsque les fonds sont mobilisés, parfois aussi, ceux qui sont à la tête donc, de la gestion de ces fonds-là sont parfois coupables de détournement. Et de plus en plus aujourd'hui, la construction et la gestion de ces mosquées-là sont de plus en plus confiées aujourd'hui à des personnes qui sont allées à l'école laïque. De plus en plus aujourd'hui, lorsqu'on fait le comité de gestion, on met à la tête des gens qui sont allés à l'école laïque, donc qui peuvent quand même avoir un raisonnement qui est basé sur l'analyse, le discernement, et j'en passe. Donc, c'est pas, pour me résumer, c'est pas dû à l'embourgeoisement des imams, mais c'est plutôt dû à une question d'organisation même au niveau de la communauté musulmane. Parfait. On a donc 2 nouvelles questions également dans le chat. Première question, est-ce que le Coran aborde une théologie de la prospérité? Et une autre question du docteur Jakaria Koné, quelle est la place des imams chocos dans l'exécution des offices au quotidien? La première question, je n'ai pas de connaissances vraiment approfondies en études théologiques, donc je ne m'hasarderai pas à donner à répondre à cette question-là. Vraiment, je n'ai pas de connaissances approfondies en études théologiques, donc je ne peux pas répondre à cette question. Pour la seconde question, la place de ces imams-là dans les pratiques quotidiennes, les imams chocos dans les pratiques quotidiennes. Et comme je l'ai dit, ces imams-là, ils occupent une place de choix, une place assez importante. Ils sont au début, ils sont au milieu, ils sont à la fin. Voilà, les activités. Ils sont au début, ils sont au milieu, ils sont à la fin des activités. Ils ne se contentent pas seulement des questions culturelles, mais ils s'occupent aussi des questions profanes. Voilà, ils s'occupent aussi des questions profanes. Ils sont saisis sur des questions qui n'ont rien à voir avec la religion. Et comme je l'ai dit, ils ne se contentent pas seulement d'officier la prière, mais c'est quelqu'un qui est en contact avec la société,
qui va par exemple au grain, c'est quelqu'un qui fait des sorties récréatives, qui peut aller à la plage, par exemple. C'est quelqu'un qui va à la plage, qui fait des sorties avec sa famille. C'est quelqu'un qui va sur les terrasses, donc dans les maquis, qui va s'asseoir avec sa famille, qui prend un verre là-bas. Donc, c'est vraiment ce que Marie Mirand appelait dans l'un de ses tests l'imam citoyen. En fait, c'est un imam qui se considère donc qu'il fait partie de la société entière et qu'il peut donc prendre part à toutes les activités de cette société-là. Ce n'est pas quelqu'un qui se met en marge de la société, qui tient compte de sa fonction d'imam et qui dit que parce que je suis imam, je ne dois pas être dans telle activité. Non, ce sont des imams qui ont décidé de s'inscrire dans cette posture-là. Parfait. Est-ce que, M. Konaté Drissa, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Oui, je voulais prendre la parole. Vous m'entendez? Parfaitement, oui. OK, merci beaucoup. Je remercie le présentateur. Lorsque j'ai écouté son intervention, je me suis rendu compte qu'il a plus insisté sur l'attitude des imams chocos comme une copie ou une référence au mode de vie des autres confessions religieuses, les catholiques, les pentecôtistes, etc. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce que les imams chocos, dans leur attitude, dans leur vie quotidienne, n'ont pas de référence au niveau du Coran pour justifier un peu ce mode de vie? Et la seconde question, il a parlé de la professionnalisation des imams chocos qui aujourd'hui s'investissent un peu dans l'entrepreneuriat, etc. Est-ce pourtant qu'ils ont été affranchis de ce qu'il appelait tout à l'heure les sacrifices, les dons que les fidèles font à travers donc, les différentes mosquées? Merci d'abord pour mes deux premières questions. Merci. Merci, Konaté, pour ces deux questions. En fait, pour la première question, oui, bien sûr, il y a des références coraniques qui sont mobilisées par ces imams-là. Il y a des références coraniques. Lors de mes échanges avec ces imams-là, ils prenaient toujours l'exemple du prophète de l'islam, qui était à la fois un guide religieux, un chef militaire, un chef politique, un chef de famille, et donc qui était beaucoup impliqué dans la société. Ils prennent donc cet exemple-là pour dire que l'imam, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui doit être en marge de la société, mais c'est quelqu'un qui doit être au sein de la société. Ça, c'est ce qui est de nos entretiens. Mais dans la pratique quotidienne, dans la mise en pratique même de l'imam Choko, ce que j'ai pu observer, c'est que ces discours-là, ces références coraniques-là sont mises en griffe, en veille. Ce qui est beaucoup plus utilisé par ces imams-là, ce qui est beaucoup plus utilisé par les responsables donc, de ces imams-là, c'est tout ce qui se passe au niveau des communautés chrétiennes. Donc, chaque fois qu'ils parlent, ils font toujours référence à ce qui se passe au niveau de ces communautés chrétiennes-là. Sinon, bien évidemment, il y a des références coraniques, mais ces références coraniques-là, c'était beaucoup plus dans le cadre privé, on me parlait beaucoup plus de ça. Mais dans le public, lorsqu'ils parlaient, chaque fois qu'ils tiennent des discours, ils prennent beaucoup plus des exemples sur ce qui se passe dans les communautés chrétiennes, notamment catholiques. Est-ce que ces imams-là sont affranchis? Je dirais que non. Je dirais que non. Je dirais que non. Ils ne sont pas totalement affranchis parce que malgré le fait que ces imams-là d'explorer d'autres marges, l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'enseignement islamique, le commerce, l'organisation du pèlerinage à la Mecque, les situations restent quand même encore, pour certains encore, sinon pour la plupart, restent encore précaires. Voilà. Et donc, il y a toujours des dons qui sont demandés dans les mosquées pour venir en aide également à ces imams-là. Mais une chose est sûre, c'est que la différence entre la situation d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a vraiment
un fossé qui est assez important. La situation a beaucoup évolué, surtout pour les imams choukou. Mais cela ne fait pas d'eux des imams totalement affranchis de la tutelle financière des fidèles. Merci. Est-ce qu'il y avait peut-être une dernière intervention, une dernière question? Parfait. Bah, écoutez, encore un grand merci pour cette belle conférence et pour ces riches échanges. Je profite de ce dernier moment pour vous inviter à notre prochaine conférence qui aura lieu le 8 décembre 2022 à 12h45 heure de Montréal par notre conférencière et chercheuse associée Fabienne Sanson, et qui portera sur le parcours des femmes musulmanes, Sénégal et Algérie, entre contraintes sociales et agentivité. Voilà, encore une fois, toute l'équipe de la chaire ICAO remercie notre membre et le conférencier d'aujourd'hui pour sa brillante présentation. Et merci à tous d'avoir assisté à cette réunion et d'avoir participé aux échanges. À très bientôt, j'espère. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.